L'Europe pensait avoir déjoué Vladimir Poutine. Après le sabotage de Nord Stream et la coupure brutale du gazoduc russe, la stratégie semblait limpide, basculer massivement vers le GNL, le gaz naturel liquéfié, en provenance du Qatar et des États-Unis. Problème résolu? Pas du tout. Car en ce mois d'avril 2026, la réalité frappe avec la violence d'une explosion cryogénique. Le GNL n'est pas une offre diversifiée. Ce n'est pas un marché de proximité. C'est un pool mondial unique, un réservoir géant où tout le monde puise en même temps. Et en ce moment précis, ce réservoir fuit. Le Qatar, l'un des deux poumons énergétiques de l'Occident, est à l'arrêt. Une seule frappe chirurgicale dans le détroit d'Ormuz a réduit les capacités d'exportation qatari de 17% en une seule nuit. Ce gaz était vital pour l'Europe. Aujourd'hui, il s'est évaporé. Et ce qu'il reste de cargaison sur l'eau fait l'objet d'une guerre d'enchères impitoyable. L'Asie, l'Amérique du Sud, la Chine, tous ceux qui ont les poches plus profondes que les nôtres surenchérissent. Voici la vérité brutale de 2026, l'Europe est en concurrence pour le gaz avec 4 milliards d'individus, et elle est en train de perdre la bataille. Les méthaniers changent de cap en plein océan, des canacheteurs à Shanghai proposent quelques centimes de plus. L'Europe reste sur le quai avec des terminaux vides et une leçon douloureuse, on ne diversifie pas en échangeant une dépendance pour une autre. On a simplement changé le nom du bourreau. Après la rupture avec la Russie, l'Union européenne a édicté une règle de fer. D'ici novembre, les capacités de stockage doivent être remplies à 90%. Une politique qui se voulait intelligente, un rempart contre l'hiver. Mais aujourd'hui, ce rempart s'est transformé en un nœud coulant. En ce printemps 2026, les niveaux de stockage à travers le continent sont à leur plus bas niveau depuis une décennie. La moyenne de l'UE stagne à 28,5%. La moyenne historique? Elle devrait être à 38%. L'Allemagne, moteur industriel de l'Europe, agonise à 22%. Les Pays-Bas, autrefois hub gazier du Nord, sont quasiment à sec avec seulement 5,8% de remplissage. C'est leur taux le plus bas depuis 8 ans. Et voici le piège systémique. Pour atteindre cet objectif vital de 90% avant novembre, les services publics et les États doivent commencer à acheter du gaz, maintenant. Mais le marché n'est pas dupe. Tout le monde sait que l'Europe doit acheter à n'importe quel prix. Résultat. Les vendeurs mondiaux font s'envoler les tarifs. L'Europe est contrainte de payer une taxe de désespoir. Une politique censée nous protéger agit désormais comme un accélérateur de prix. Nous sommes en train de remplir notre propre cage avec de l'or liquide, alors que nos usines n'arrivent plus à suivre. Pendant longtemps, le prix de l'énergie était considéré comme un problème conjoncturel. Aujourd'hui, c'est un changement structurel irréversible. La base industrielle de l'Europe est en train de se dissoudre. L'Association allemande de l'industrie chimique, la VCI, a lancé un avertissement historique, les tarifs énergétiques proposés pour 2026 sont trop élevés pour la survie du secteur. Les exportations européennes ne sont plus compétitives face à l'Amérique et l'Asie. La G-Bank est formelle, les coûts énergétiques actuels sont en train d'anéantir tout espoir de reprise. Regardez la réalité du terrain. Un quart des fournisseurs automobiles européens s'attendent à enregistrer des pertes massives cette année. Des géants comme Continental, Bosch et ZF annoncent des restructurations sans précédent. Les usines n'attendent pas le bon vouloir des politiciens de Bruxelles. Elles déménagent. Elles partent vers les États-Unis, là où les programmes fédéraux absorbent les risques et où le gaz coûte 4 fois moins cher. Elles s'installent en Asie, là où l'activité manufacturière explose en Chine, en Inde ou au Vietnam. L'Europe perd sa capacité industrielle, installation après installation, pièce par pièce. C'est une hémorragie silencieuse que personne n'arrive à stopper. Si les prix du pétrole racontent une histoire, les assurances transport, elles, disent toute la vérité. Pour déplacer un pétrolier à travers le détroit d'Ormuz aujourd'hui, les primes d'assurance, risque de guerre, ont bondi de 3 cents%. Pour un navire de 120 millions de dollars, la prime normale était de 40 000 $. Aujourd'hui, le même trajet coûte entre 600 000 et 1,2 million de dollars, uniquement pour l'assurance. Les armateurs commerciaux légaux, ceux qui respectent les normes de l'UE, commencent à refuser de naviguer. C'est là qu'une flotte d'un autre genre a émergé. Des navires rouillés, souvent dépourvus de couverture sérieuse, opérant totalement en dehors du cadre réglementaire. Ce sont les mêmes navires qui transportaient le pétrole russe sous sanction. Aujourd'hui, ils sont le seul moyen de faire sortir le brut du Golfe.
Le détroit d'Ormuz transporte normalement 20% du pétrole mondial. Aujourd'hui, ce trafic est informel. L'industrie maritime européenne est à l'arrêt, incapable d'être entraînée dans ce marché non réglementé et dangereux. Le conflit avec l'Iran est en train de remodeler le commerce mondial pour les 30 prochaines années, et l'Europe en est la première victime collatérale. Souvenez-vous. Il y a 3 ans, les dirigeants européens nous promettaient l'autonomie stratégique. Ils juraient que l'Europe ne dépendrait plus jamais des autres pour sa sécurité. En avril 2026, cette promesse s'écrase contre la réalité. Washington a demandé à ses alliés européens d'envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz pour sécuriser leurs propres approvisionnements. La réponse ? Un refus généralisé. Le chancelier allemand Friedrich Merz l'a exclu. Son ministre de la Défense a été encore plus brutal, ce n'est pas notre guerre. Nous ne l'avons pas déclenchée. L'Italie, l'Espagne, la Belgique, tous ont refusé. Kaja Kallas, chef de la politique étrangère de l'UE, a admis que les États membres ne souhaitent pas s'engager militairement contre l'Iran. Voici donc le paradoxe, la 5e flotte des États-Unis est la seule force qui maintient le détroit ouvert. Sans elle, l'Europe s'éteint en 3 semaines. L'Europe a troqué sa dépendance au gaz russe pour une dépendance totale à la marine américaine. Elle appelle l'Amérique un allié imprévisible, mais elle n'a aucun plan B, nous sommes des géants économiques sans muscles, protégés par un protecteur dont nous critiquons les méthodes. Pendant ce temps, à Francfort, la Banque centrale européenne est prise en étau entre 2 forces qu'elle ne peut plus séparer. D'un côté, l'inflation explose. On prévoit désormais une hausse des prix de 2,6% cette année, mais dans le scénario pessimiste, celui où le pétrole atteint $145, l'inflation pourrait toucher les 4,4%. La banque maintient ses taux à 2% pour l'instant, mais les marchés anticipent déjà 3 hausses d'ici la fin de l'année. Mais d'un autre côté, la croissance est au point mort. L'indice PMI de la zone euro a chuté à 50,5 en mars. Tout chiffre sous la barre des 50 signifie une contraction. La France est déjà en territoire de baisse pour le 3e mois consécutif. L'Allemagne ralentit. Les commandes diminuent. C'est le scénario cauchemardesque, la stagflation. Augmentez les taux pour stopper l'inflation, et vous écrasez une économie déjà moribonde. Baissez les taux pour aider l'économie, et l'inflation devient incontrôlable. C'est exactement le piège des années 1970, et cette fois, il n'y a pas d'issue simple. L'unité européenne a toujours été un équilibre fragile. Aujourd'hui, cette fragilité devient une fracture béante. Un fossé s'est ouvert entre le Nord et le Sud. Les pays du Sud, la Grèce, l'Italie, exigent du carburant abordable pour sauver leur tourisme et leur agriculture. Le Nord, l'Allemagne, les Pays-Bas veut protéger ses dernières réserves de gaz industriel à tout prix. La Grèce a lancé un avertissement, les disparités de prix de l'électricité sont en train de tuer le marché unique. Et puis est venu le choc politique. Le Premier ministre belge Bart de Wever a brisé le tabou ultime en appelant au rétablissement de l'accès au gaz russe. Une déclaration qui montre que certains gouvernements sont prêts à tout pour éviter l'effondrement, même à briser le consensus de 2022. Pendant ce temps, l'Europe paie le prix fort des sanctions contre l'Iran. Des sanctions qui frappent plus durement nos entreprises que le régime de Téhéran. Les transporteurs et banques européens perdent des parts de marché chaque jour au profit d'acteurs obscurs, pendant que la machine de guerre iranienne continue de générer des revenus vers la Chine et l'Inde. Écoutez bien ce chiffre, durant les 10 premiers jours de ce conflit, l'Europe a payé 3 milliards d'euros supplémentaires pour ses importations fossiles. 6 milliards depuis le début du mois. Cet argent quitte l'économie européenne au pire moment possible. Chaque euro dépensé en pétrole importé est un euro perdu pour nos écoles, nos hôpitaux et notre résilience. La guerre n'est pas seulement dans le détroit d'Ormuz. Elle est payée à chaque pompe, dans chaque facture de chauffage, et dans chaque usine qui éteint ses lumières pour la dernière fois. L'Europe pensait avoir gagné sa liberté. Elle a simplement découvert le prix exorbitant de sa vulnérabilité.